Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'œuvres d'art. On va parler même de la plus grande œuvre de tous les temps. On va parler de Kite. Es-tu aventurier? Hey, on va parler aussi de Crudescence. Crudescence, c'est qui? C'est quoi? Crudescence, qu'est-ce qui s'est passé avec tes restaurants? Tu m'as brisé le cœur. Je ne les trouve plus. Et quand j'arrive à ta porte, j'en dis pas plus. On le découvre dans le podcast. Et je vais finir avec une découverte. Je vais vous parler d'un livre qui prouve que les œuvres d'art, l'art peut vraiment sauver des vies. Mon nom est Élie Miron. Bienvenue dans cet 8e épisode de Trace ton axe à balado. Je recherche, je goûte, j'expérimente, je sens, je ressens, j'essaie, j'entends, j'oublie, je me rappelle, je découvre, je partage, je me demande, je me connecte, je décroche, je reçois, j'ose, je me cache, je m'affiche, je suis à la quête de ce nouveau continent de moi-même. Cet endroit est dense. Je dois avancer d'une cadence rassurante portant mes peurs et toute ma confiance. Seule la lueur changeante de mon feu intérieur qui m'habite éclaire chacun de mes pas. Sans me poser de questions, je constate que cet endroit est bien connecté à d'autres mondes, car les passants que je croise, la nature et les événements dont je suis témoin m'apportent les réponses et rendent sensé ce chemin emprunté. Depuis des années, je me prépare à l'évasion. Trafiquant ma boîte de la rationalité, comme une obsession, je devais m'évader de cet espace où les gens s'entreprennent par l'avoir et le manque. Ces méthodes ont bien servi pour expérimenter, peupler, occuper et se connecter. Mais nous sommes arrivés au bout de ces ressources. J'estime, comme des êtres d'évolution et d'adaptation que nous sommes, il faut, je pense, maintenant partir à la quête de d'autres espaces. Bien sûr, nous irons sur Mars et visiter d'autres planètes. Nous deviendrons rapidement plus humains que terriens. Même si la tangente technologique est nécessaire et apportera son lot d'utilité, hélas, je suppose que cela ne suffira pas pour maintenir notre espèce cohérente avec la vie, si ce n'est que de changer le mal de place. Pour réussir cette mission, je pense que parallèlement, nous devrons explorer aussi nos mondes intérieurs, seuls et collectivement, afin de renouveler notre vocation humaine. Comme un explorateur des temps modernes, je suis appelé à découvrir de nouvelles terres intérieures. Pour se rendre sur ces nouveaux continents intangibles, je me dois d'emprunter de nouveaux chemins. Contrairement aux quêtes de l'avoir et du manque, ces quêtes n'ont pas de plan défini. Seuls mes ressentis sont mes guides. Pour me permettre une plus grande perspective, je tente d'être de plus en plus cohérent avec ce qui est à ma connaissance, les plus grands puissants courants. Je parle ici de l'amour et de la vie. Jouant le rôle d'un ballon, je laisse cet air me remplir, afin d'insuffler l'espoir, transparaître des échantillons de ce qu'il y a de plus grand. J'ai compris que la vie est l'œuvre de tous les temps, et que l'amour, c'est l'admirer sous toutes ses formes, lui donnant sa raison d'être inconditionnelle. Cette raison d'être dont tu fais partie. Ataraxie, tirant ses racines du grec ataraxia, est un concept philosophique. Sa définition: tranquillité absolue de l'âme, principe idéal du bonheur pour les stoïciens et les épicuriens.
Salut, je suis super content de te retrouver cette semaine, encore une fois. Merci d'être présent, merci d'être là. Je l'apprécie beaucoup. J'espère que de plus en plus j'emmène du contenu. Quand tu me prêtes tes deux oreilles, je suis capable de les remplir de choses qui sont utiles à toi et qui t'amènent des réflexions pour tracer ton axe. Cette semaine, ce que j'ai envie de te dire, parce que là, on jase, c'est que ce podcast-là, pour moi, dans le développement d'Ataraxie, m'amène à être plus focus, à me grounder, parce que je suis une personne qui est assez fluide. Je m'intéresse à plein de choses, puis c'est important pour que Ataraxie prenne à un moment donné, enfin, une ligne directrice, ben justement que moi aussi, j'en prenne une. Donc, en faisant ces podcasts-là régulièrement, ben, ça m'aide à me refocuser, puis à me concentrer, à garder ça uniforme dans un tout. Puis, bonne nouvelle, ça commence vraiment à prendre forme. Je travaille sur mon site, qui va être un espèce de blog magazine, dans lequel vous allez retrouver plein de contenu. Là, je fais du contenu surtout audio-vidéo. Mais comme vous l'avez pu remarquer, depuis les 2 dernières semaines, j'ai commencé à produire du contenu plus des œuvres. Oui, parce que je suis très à l'écoute de ce qui se passe présentement. Puis moi, j'ai mon côté artiste qui a été refoulé très longtemps par rapport à toute mon histoire que j'aurai la chance un jour de vous raconter. Mais j'ai un côté artiste très refoulé qui n'a pas eu la chance encore vraiment de s'exprimer. Puis là, ben, je suis en train si on veut, repartir ma vie d'un autre pied. Puis là, le côté artiste en moi m'a crié « Hey, tu m'oublies pas, hein, j'ai envie d'en faire partie de cette aventure-là. » Donc, je ne l'oublie pas et il faut que je le fasse vivre. Puis j'en ai vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à m'exprimer avec des arts. Donc, j'essaie de faire le plus souvent possible des œuvres régulièrement pour devenir meilleur et être capable de m'exprimer d'une façon plus précise puis plus intéressante à chaque fois. Mais quand même, les arts, ce que je vais produire en fait d'art est très cohérent avec Ataraxie parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'amener des réflexions, sur des reflets de société, des trucs que moi j'ai vécu, que j'ai eu des frustrations, que j'ai eu des points d'interrogation. Fait que j'ai envie de soulever justement des questionnements chez vous avec ces œuvres-là. Fait que ça va toucher dans tous les aspects, l'alimentation, la prise de conscience, ça va toucher notre mode de vie, notre société, etc. Fait que ça va toucher plein d'aspects. Puis je pense que je vais aussi explorer tous ces aspects pour faire des œuvres de différents médias, autant vidéo que visuel, touché, papier. J'ai beaucoup de plaisir à perspective avec ça. Fait que ça va faire partie de l'univers d'Ataraxie, des œuvres d'art. Ensuite de ça, j'ai envie de faire un retour avec toi par rapport au dernier podcast. Tu te souviens, je te parlais de kombucha puis des microbrasseries. Puis ce que je disais, c'est que selon moi, les microbrasseries devraient se mettre en collaboration avec des maîtres brasseurs kombucha pour être capable d'offrir des produits sans alcool à leurs clients quand eux viennent avec leurs amis ou ils ont même le goût de revenir à la microbrasserie sans nécessairement boire d'alcool. Ça fait drôle, mais je vous le dis, ça fonctionne avec un kombucha. Puis, j'ai été à Québec, dans le Vieux-Saint-Roch, la fin de semaine dernière. C'est un coin que j'adore, que j'ai vu se développer, puis où justement le renouveau puis le côté artistique est très présent. Puis il y a la microbrasserie, la Barberie, qui est là. J'ai eu la chance de parler avec Dominique, qui était là, qui était présent. Puis justement, eux offrent plein de produits sans alcool, dont du kombucha. Puis j'ai eu la chance de goûter
à du kombucha en fût. Un très, très, très bon kombucha. Fait que je vous reviendrai là-dessus. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je vous décrirai quel type de kombucha j'ai bu et puis ce qu'il y avait aussi comme type de produit sans alcool là-bas. Fait que, écoute, j'ai pu boire mon bon kombucha, accompagner ma blonde avec sa bière, puis lire un livre. Fait que c'était très cool. Autre chose aussi que j'ai découvert dans le quartier du Vieux-Saint-Roch à Québec, on visitait les petites boutiques, etc. Puis il y a une boutique qui s'appelle Accro, qui vendent toutes sortes de petits bidules pour la cuisine, autant pour consommation, des produits vraiment du terroir qui sont faits pour épater la galerie quand vous invitez les gens, ou aussi pour faire de la cuisine ou rendre votre activité culinaire encore plus agréable. Puis il y avait un comptoir de breuvage froid. Puis dans ce comptoir à breuvage froid-là, il y avait, je dirais, le tiers qui était utilisé pour présenter des types de kombucha. Fait que, donc, ce que je vous disais, là, que le kombucha prend vraiment une importance dans le marché, puis on peut le voir, je pense, quasiment à chaque jour, où comment ça commence vraiment à se démocratiser. Puis, pour revenir à Dominique, ce qu'il me disait, c'est qu'il me le confirmait aussi dans les microbrasseries. Puis, justement, il commençait à vouloir offrir des produits que peut-être que les gens ne peuvent pas retrouver ailleurs. Fait qu'il essaie d'être original, autant dans leur offre de bière de microbrasserie, d'être original, ben, quand ils veulent être aussi cohérents, puis offrir des produits originaux produits de type kombucha. Fait que je te souhaite un excellent épisode, puis on se dit salut tantôt à la fin. OK, ciao! Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais te parler de crudescence. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode 7 à cause du kombucha, puis je disais que c'est un peu grâce à eux, un des membres fondateurs de Crudescence, que le kombucha s'était démocratisé, du moins ici au Québec. Puis, il est arrivé un événement qui m'a donné envie de faire justement un petit segment sur eux, puis vous les faire connaître aujourd'hui. Donc, j'ai écrit un petit texte pour vous mettre dans le bain. C'est plus facile comme ça. Dans le fond, Crudescence est arrivé dans ma vie quand j'étais justement dans une quête de sens vis-à-vis notre façon de s'alimenter, sur laquelle j'avais beaucoup de questionnements. Crudescence, les fondateurs sont Mathieu Galland et David Côté. Ils ont été pour moi un élément clé, un élément qui répondait à mes questions pour aller plus loin dans ma démarche. Consciemment et inconsciemment, je crois que je les remercie un peu à tous les jours. Grâce à eux, j'ai compris que manger et se nourrir, c'était vraiment deux choses différentes. Car de nos jours, on peut facilement manger toute la journée sans nécessairement se nourrir. Car l'action de manger, sa définition, c'est avaler, mettre quelque chose dans sa bouche. Mettre quelque chose dans sa bouche et avaler. Ça, c'est la définition de manger. Et puis se nourrir, c'est donner de la nourriture à, alimenter, subvenir aux besoins de, qui est complètement deux choses différentes. Je sais pas si tu me suis, là. C'est que c'est ça. Fait que notre corps est composé de milliards de cellules qui ont besoin d'être nourries. T'es-tu déjà posé la question si ce que tu mangeais apportait de la nourriture à tes cellules? Je t'invite à te poser la question puis te faire tes recherches. C'est ça. Fait que je te reviendrai sur le sujet dans un autre podcast parce que là, quand même, je veux pas trop m'éloigner du sujet principal qui est Crudescence.
Mais quand même, ça t'a permis de comprendre quel était mon lien avec Crudescence. Fait que je vais, pour te les faire encore un peu plus connaître, je vais te lire la bio, d'où ils ont commencé. En 2006, dans la jungle d'Hawaï, se croisent deux voyageurs québécois, David Côté et Mathieu Galland. En vivant simplement de la nature, ils découvrent malgré eux l'alimentation vivante. L'un rêvant d'un restaurant et l'autre d'une compagnie de kombucha et l'éducation populaire. Crudescence prend alors son tout premier élan. 2007, David Côté et Mathieu Galland, cheveux longs, pantalon brun, démarrent naïvement un projet de livraison de boîtes à lunch bio. Ils l'appellent Crudescence. 2008, surpris de leur charisme et de la réponse des Montréalais, nos jeunes entrepreneurs retapent un local miniature sur la rue Rachel avec du bois recyclé et ouvrent leur premier bar à jus et commencent à offrir des cours de cuisine. 2009, après plusieurs parutions médiatiques et un succès fulgurant, on envisage la croissance et Crudescence se munit d'une cuisine centrale. 2010, face à toutes ces femmes, oui, parce que c'est souvent plus les femmes, la gente féminine qui s'intéresse au bien-être et bien manger. Puis ils ramènent ça chez eux. Fait que ça doit être mon petit côté féminin. Fait que face à toutes ces femmes assoiffées de santé, l'Académie d'alimentation vivante voit le jour. Ils ouvrent ensuite, en septembre, leur premier vrai restaurant au centre-ville, sur la rue Maquet. En 2011, sous la pression de la demande générale, Mathieu et David écrivent leur premier livre Crudescence, édition de l'Homme, qui deviendra best-seller et traduit, attendez, écoutez bien ça, traduit en 5 langues. Crudescence ouvre un comptoir à Sainte-Thérèse dans l'épicerie de la Moisson. Et moi, c'est tout près de chez nous. C'est là que souvent j'allais ou je vais me chercher un petit fast-food santé. C'est un comptoir que j'apprécie beaucoup. Et le livre ici, c'est une Bible. Je reviens avec ça. C'est une Bible. Je vous encourage fortement à vous la procurer. 2012, au cours des projets, ils en profitent pour lancer une ligne de prêt-à-manger dans les épiceries et les universités de Montréal. En 2013, un comptoir Crudescence ouvre chez leur nouveau partenaire Avril Supermarché à Brossard. 2 nouveaux livres voient le jour, les desserts et les soupes. En 2014, un comptoir voit le jour dans le nouveau Avril Supermarché de Granby. Et encore 2 nouveaux livres s'additionneront aux autres, les jus et les salades. En 2015, Crudescence offre sa première retraite détox au Costa Rica. On ouvre enfin notre premier comptoir à Québec avec le fidèle partenaire Avril. En 2016, après plusieurs années d'attente et de patience, Québec ouvre les portes à son restaurant Crudescence dans le vieux Saint-Roch, que j'apprécie particulièrement. Très belle place. Un seul restaurant n'était pas suffisant. Avril Supermarché de Québec ouvre ses portes, permettant aux habitants de la capitale de profiter du nouveau comptoir Crudescence. Tu auras compris que Crudescence a réussi à démocratiser la nourriture vivante grâce à leur passion et leur engagement. En lisant toute cette bio-là, tout le chemin qu'ils ont fait depuis 2006,
jusqu'en 2016. Ils ont vraiment démocratisé l'alimentation vivante et la faire connaître. Ils ont réussi à initier et toucher des milliers de gens et à continuer encore, car la preuve, présentement, je suis en train de faire un segment sur eux. Ils ont su informer les gens, leur faire connaître les avantages et rendre cette nourriture attrayante, trendy et surtout délicieuse. Ils ont su tracer leur axe en réalisant leurs rêves. Par leur action, ils ont changé des vies, dont la mienne. Et qui sait, peut-être la tienne déjà, et peut-être la tienne dans le futur. Qui sait. Mais, j'aimerais avoir une petite musique dramatique, s'il vous plaît. Récemment, en voulant faire découvrir un de leurs restaurants, celui de la rue Rachel, et faire découvrir leur excellente nourriture qui est préparée, j'étais sous le choc de découvrir que le restaurant avait fermé ses portes. Après toute cette belle histoire. Pourquoi? J'ai fait mes recherches et j'ai compris que le restaurant avait bien été vendu en 2016 à un groupe qui se nomme Evoluco. Et selon un article publié dans le pamplemousse.ca, le patron d'Evoluco, M. Dominique, aurait pris cette décision dans le cadre d'une stratégie de repositionnement de Crudescence. J'imagine de ne pas être le seul à être déçu devant cette nouvelle après tout ce chemin parcouru. C'était comme une mauvaise blague. Sérieusement, moi, ça m'a turné off. Voir cette jeune institution pleine d'espoir qui était alimentée par un moteur humain et des gens qui voulaient changer les choses. On le voyait dans l'enthousiasme des gens qui y travaillaient. Tu regardais les vidéos, puis encore les vidéos sur YouTube, puis tu allais dans le restaurant, puis tu voyais premièrement les gens qui y travaillaient avaient les yeux brillants, étaient fiers d'être là, puis de partager ce mouvement-là. Étaient fiers de servir la nourriture, puis d'en parler. Donc c'était magique. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que malgré probablement les bonnes intentions du nouveau propriétaire, que le moteur rationnel de l'économie a pris le dessus sur celui, probablement, de l'humain. Et puis je dis ça vraiment sur toute réserve, car je connais pas l'histoire, puis c'est juste une impression, mon impression. Mais quand même, une question me reste à l'esprit. Pourquoi un homme d'affaires comme M. Dominique, qui semble à son affaire au niveau finance, aurait acheté une entreprise déficitaire pour qu'un an et demi plus tard soit obligé de fermer tous les restaurants, qui étaient quand même, si on veut, leur vitrine, et où les gens pourraient vraiment expérimenter et partager facilement. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, je serais très curieux de connaître la réponse de M. Dominique à cette grande question. Dans le même article, David Côté, un des fondateurs, dit avoir appris la nouvelle via le biais du journal. Ce que je trouve assez ordinaire, puis ça manque de cohérence avec l'esprit humain et de collaboration qui régnait au sein de Crudescence. Crudescence semble avoir perdu une partie de son âme, car oui, il vit encore. Il y a encore les comptoirs prêts à manger et il y a toujours l'académie, dans le fond, pour les formations, comment préparer des mets vivants et tout, les jus, les smoothies, etc. Fait que ça existe encore. Le site Internet est encore en ligne. Pour ma part, ces événements me détachent de l'entreprise.
et je souhaite de tout cœur de voir d'autres gens allumés reprendre le flambeau. C'est ça, comme je vous disais tantôt, je vous invite à vraiment vous procurer ce livre-là. Probablement, Cru d'essence va rester une entreprise qui va, j'imagine, avoir des activités. On ne sait jamais. Donc, Cru d'essence, ce livre-là vous parle des fermentations, des recettes, très très bonnes recettes, autant pour les entrées que les plats principaux, les soupes, les desserts. Les desserts sont vraiment géniaux. Vous allez faire des desserts là-dedans où vos invités vont vous demander la recette, puis vous demander de les réinviter chez vous. Fait que ce livre-là est à peu près disponible à peu près partout. Fait que vous pouvez vous le procurer. C'est un très bon achat si vous vous intéressez à l'alimentation, pas seulement à l'alimentation vivante, mais l'alimentation tout court. Les deux fondateurs continuent leur chemin, toujours pour le bien-être d'eux-mêmes et des autres. Mathieu a fondé la Géosophie et David, qui avait déjà confondé l'entreprise de kombucha Rise, dont je vous parlais dans l'épisode 7, lui a continué ses activités et récemment a développé aussi, démarré une nouvelle entreprise qui s'appelle Loop. C'est des jus faits à partir de fruits et de légumes qui auraient été jetés. Pour des questions d'esthétisme. Notre industrie a vraiment des classes où les aliments, les fruits et légumes sont déclassés parce que s'ils seraient présentés dans les comptoirs, même s'ils sont 100% nutritifs, ils ne seraient pas assez beaux et puis ils ne seraient pas vendables avec les normes de société qu'on a présentement. Donc, eux, ils récupèrent ces fruits et ces légumes-là pour en faire des jus, des très bons jus. Dans le fond, je vous mettrai tous les liens de ce que je viens de parler dans les commentaires de l'émission, de l'épisode du podcast. Donc, c'était Cru d'essence. J'espère que vous avez apprécié cette découverte et je vous invite à quand même faire vos recherches. Il y a encore la chaîne YouTube de Cru d'essence pour découvrir Mathieu et David. Puis aussi pour sentir tout l'enthousiasme que les gens avaient alentour de ce mouvement-là, qui quand même existe encore. Bonne découverte. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire découvrir ce livre qui s'intitule « Faire œuvre utile ». Ce livre-là, c'est été écrit par l'auteur Émilie Perrault. Émilie Perrault, c'est une chroniqueuse culturelle qui a fait plusieurs entrevues avec des artistes et des œuvres. Selon moi, c'est une passion. Mais elle a aussi la passion, je crois, et la preuve à l'appui, qu'elle s'intéresse pas juste à l'art en général, mais aussi à l'effet que l'art produit. Justement, j'ai vu, il y avait elle a passé à Tout le monde en parle. Je l'ai su là, en achetant le livre, qu'elle a passé à Tout le monde en parle. Puis c'est ce qu'elle dit, c'est que elle dit qu'elle savait que l'art faisait quelque chose de plus grand que juste divertir, mais que là, en écrivant ce livre-là, elle a vraiment pu le prouver, puis vraiment aller chercher, puis de le démontrer aussi, comment l'art peut toucher les gens de différentes façons. Fait que ce livre-là, c'est 20 témoignages de 20 artistes, 20 œuvres qui ont touché 20 personnes de façon considérable, dans des histoires qui sont très touchantes. Vous allez voir si vous lisez, c'est des histoires qui sont très touchantes, très profondes.
puis la façon que l'art les a aidés de différentes façons. On parle ici de vivre des deuils qui sont quand même assez horribles. Là, je ne veux pas vous faire peur quand je dis horrible, mais des deuils qui étaient assez particuliers, qui a sauvé des vies, qui a motivé des gens à faire de grandes choses. Fait que, de différentes façons. Puis c'est ça témoigne bien de ça. J'aimerais vous lire l'épilogue d'un trait. Je ne suis pas le meilleur narrateur, mais je vais essayer de vous faire ça, les amis, comme il faut. Donc, ton livre m'a sauvé la vie. C'est ainsi qu'un jour, une femme de 17 ans a abordé Anaïs Barbeau-Lavalette, auteure de La femme qui fuit. D'en faire œuvre utile, la journaliste culturelle Émilie Perrault a voulu raconter, en 20 rencontres fracassantes, comment la vie d'une personne peut être complètement transformée par une œuvre d'art. Comment le texte d'une chanson de Marc Hervieux a-t-il permis à une femme sans nouvelles de son mari, en otage au Soudan, de supporter l'insupportable? Comment le spectacle de Louis-José Hood a-t-il inspiré une spectatrice quadraplégique à lutter jusqu'au jour où elle s'est rendue en marchant jusqu'à la scène pour remercier l'humoriste? Comment une pièce de théâtre de Robert Lepage a-t-il aidé une fille à dire au revoir à son père, mort dans une explosion sur l'autoroute 40? Fait que ça résume quand même bien le livre. Tantôt, je vous parlais de YouTube. Vous pouvez, je vous mettrai même le lien dans les commentaires. Vous pouvez aller voir justement l'extrait de Tout le monde en parle sur YouTube. Il est accessible. Vous allez encore le voir sur un autre angle de la façon que là, je vous l'explique présentement. Moi, j'ai été marqué par différents passages. Fait que j'ai comme 3 passages que j'aimerais partager avec vous. Pour partager le premier passage, je vais vous donner un peu ma vision de ce que c'est une œuvre d'art, la façon qui peut être interprétée par l'artiste. Souvent, un artiste va avoir des émotions qu'il a envie de partager. C'est comme une rage en dedans. Puis, il a besoin de s'exprimer. Fait que dans le fond, tu te connectes à ce qu'il y a de plus grand. Puis tu reçois par rapport à tes émotions, puis après ça, à l'intérieur, tu t'exprimes. Ensuite de ça, tu t'exprimes dans une œuvre jusqu'à temps que ça soit juste, selon toi, selon ce que tu avais envie de transmettre comme information. Puis après ça, là, tu peux dire, voici mon œuvre. Et vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Puis souvent, l'artiste va pouvoir être capable de donner son opinion, sa démarche, puis sa vision quand il le fait. Mais on ne sait jamais comment ça va toucher les gens, puis des fois, on pourrait être surpris que finalement, l'œuvre dégage ou a un impact vraiment différent de ce qu'on pouvait s'imaginer. Mais je pense que quand l'œuvre est juste avec l'artiste, quand il le fait naître, qui est juste, il a fait le travail qu'il devait faire en tant qu'artiste. Ça, c'est ma vision. Là-dessus, justement, pour vous montrer comment des fois on peut être surpris du résultat, ici, c'est un témoignage de Robert Lepage qui dit « C'est à travers les yeux du public que Robert Lepage comprend mieux ses propres œuvres. Au début, on a surtout envie de livrer le spectacle pour comprendre de quoi il parle. Parce qu'on ne le sait jamais vraiment. On fait notre affaire et on n'est pas trop sûr. Puis, à un moment donné, le spectateur commence à te dire de quoi tu parles. C'est le spectateur qui te dit « Ton spectacle parle de ça et touche les gens à cause de ça. » Je trouvais ça super intéressant, puis je pense que ça résume bien un peu ma vision de ce que c'est l'artiste et son œuvre. Un autre passage ici qui explique bien aussi que, dans le fond, quand tu fais une œuvre, surtout quand tu es spectateur d'une œuvre, tu vas l'interpréter à ta façon. On a tout notre univers, on vit toutes des choses différentes, puis dans le fond, on a tout notre background différent,
mais ça va dépendre aussi dans quel état on est quand on regarde l'œuvre, à l'endroit où on est quand on regarde l'œuvre, puis on va le vivre puis l'interpréter d'une certaine façon. Puis même une œuvre peut être vécue, la même œuvre peut être vécue de différentes façons par la même personne. Puis ce passage-là résume quand même bien ça, fait que ça dit « C'est la force réelle d'une œuvre d'art. Que ce soit une chanson, une peinture, une sculpture, une chorégraphie, on peut tous se permettre de l'interpréter selon qui on est, à notre histoire à nous. Il y a 1000 personnes, il y a 1000 histoires. » Fait que je pense que j'ai pas besoin de rien rajouter. Ça dit bien, ça dit tout. Puis ensuite de ça, le dernier passage, ici. En fond, ce passage-là, c'est drôle parce que j'avais écrit mon introduction du podcast avant de le découvrir. Parce que j'ai pas tout lu le livre. Puis quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « Wow! OK. » C'est très cohérent avec mon introduction. Donc, ça va comme suit. Souvent, les gens disent « Je me sens tout seul. » Ça m'attriste, c'est cette solitude qu'on porte par rapport au monde intérieur qu'on cache. Certains en arrivent même à ne plus vouloir vivre tellement à l'intérieur, ça ne vit pas. Il faut donner de l'air à cet espace qu'on a en dedans. Fait que je trouvais ça extraordinaire par rapport à mon intro. Puis aussi, c'est tellement ça. Il faut vivre en dedans. Très important. Fait que c'est un excellent livre que je vais compléter de lire. Fait que c'est certain que je vous le suggère si vous cherchez à avoir une lecture qui démontre bien ça, puis plein d'émotions. Vous allez vivre quelque chose en lisant ça. Fait que c'est disponible à peu près partout, même là avec sa parution, tout le monde en parle, je pense que ça c'est devenu rapidement un best-seller. Fait que c'est tout pour cet épisode numéro 8 de Tassonax en balado. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine épisode. Je vous aime. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, vous pouvez la partager, ça me fait très plaisir. Aussi, si vous pouvez donner des commentaires aussi, ça serait très très bien parce que j'ai votre feedback, c'est super le fun. Puis aussi, exemple, sur iTunes, puis sur YouTube, mais ça me donne la chance d'être plus vu. Fait que ça rend la vidéo de plus en plus populaire, fait que ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Fait que ça me permet d'avoir votre feedback, mais aussi vous allez pouvoir me donner un coup de main en faisant ça. Fait que vous pouvez me suivre sur toutes sur iTunes, Google Play, par toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Fait que là-dessus, continue à devenir la meilleure version de toi-même et